Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ce que tout le monde attend depuis très longtemps, mon preview de l'UFC 229 Conor contre Khabib. Ça a finalement lieu ce samedi. Ça a été annoncé comme étant le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Et puis je ne sais pas si je suis d'accord, mais je le sais que c'est un des plus grands. Ça va être un des meilleurs pay-per-view, un des pay-per-view les plus vendus. Et en termes de legacy, en termes de skills, on doit se le dire, c'est probablement le plus gros combat que l'UFC pouvait booker en ce moment. Et ça se passe ce samedi. J'ai attendu que les deux combattants du main event fassent le poids avant de faire cette vidéo-là. Donc, on est vendredi, il est quand même tard. Je vous fais ça à l'instant, mes analyses et prédictions complètes pour les 12 combats de cette carte-là, incluant le combat principal entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Et habituellement, je commence par le bas et je finis par le haut, je finis par le combat principal. Aujourd'hui, je vais commencer par le combat principal parce que je suis bien conscient que la majorité des gens qui écoutent ça veulent m'entendre parler de ce combat-là, puis pas tant du reste. Donc, je commence avec le main event et puis je descends à la carte jusqu'au premier combat de la carte. En plus, ça va me permettre de voir pendant combien de temps je vais parler de Conor contre Khabib, puis ça va me permettre de m'ajuster, de voir combien de temps je peux passer sur le restant de la carte, parce que je veux quand même pas vous sortir une vidéo de 2 heures aujourd'hui. Allons-y. Combat principal, 155 livres, le champion des lightweight de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, défend son titre contre Conor McGregor dans un combat extrêmement personnel, une grande rivalité entre les deux fighters, qui a pris beaucoup d'ampleur en 2018, oui, avec l'événement où Khabib et sa clique ont un peu avant ramassé Artem Lobov dans un coin, suivi du fameux incident du Dolly qui a mené une saga juridique pour Conor McGregor. Tout ça est réglé, les deux peuvent se battre maintenant et ça va avoir lieu. C'est sûr que cette rivalité-là a pris beaucoup d'intensité, dois-je dire, en 2018, mais c'est un combat qui est vraiment years in the making. C'est deux gars qui ont été au top du sport depuis plusieurs années, et les deux savent depuis 3, 4, 5 ans même qu'ils vont nécessairement s'affronter un jour. Donc, ça fait plusieurs années que les deux ont l'autre dans le derrière de leur tête à se dire « Ouais, tu sais, je me prépare pour un gars, mais il faut que je pense aussi qu'un jour Conor McGregor ou un jour Khabib Nurmagomedov va être mon adversaire. » C'est finalement ce samedi 6 octobre que ça va avoir lieu. Et puis, c'est bien sincèrement, en termes d'analyse, probablement le combat le plus 50-50 que j'ai eu à analyser dans toute ma vie. J'ai même pas encore ma prédiction au moment même où je vous parle. Je devrais l'avoir avant la fin de mon analyse, du moins je l'espère. Mais écoutez, quand je dis 50-50, c'est que d'une manière ou d'une autre, un combattant, c'est-à-dire va probablement avoir à réussir à faire ce qu'il veut à 100%. Je m'attends pas à un combat compétitif, bref, d'un côté comme de l'autre. Je m'attends pas à ce que ce soit compétitif du tout. Si Conor McGregor réussit à faire ce que Conor McGregor veut faire, ça va probablement être un combat très bref. Si Khabib Nurmagomedov réussit à faire ce que Khabib veut faire, ça va peut-être être un peu plus long, mais ça va être un massacre et ça va finir probablement, je vous dirais, milieu du deuxième ou troisième round dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est difficile. C'est le combat le plus old school à peu près que tu peux pas imaginer en 2018. T'as le gars qui est vraiment le striker pur. Un des meilleurs strikers de l'histoire du sport, sans aucun doute. Le finisher le plus redoutable de l'histoire du sport, selon moi. La personne qui a probablement l'arme singulière et la plus dévastatrice de l'histoire du sport. Puis on parle de la main gauche de Conor McGregor. Il fait beaucoup de choses avec ses pieds, garde sa distance et se bat très bien de reculons, chose qui va probablement l'aider beaucoup contre Khabib. Garde beaucoup sa distance, fait des choses bizarres avec ses pieds, a plein de manières de camoufler la chose qu'il veut véritablement te frapper avec, ce qui est sa main gauche. Et puis il le fait de façon experte, c'est la chose qu'il fait le mieux, et en arts martiaux mix, il est pas mal indéniablement un des plus grands artisans de knockout de l'histoire du sport et un des meilleurs strikers de l'histoire du sport. Ceci étant dit, si Conor McGregor n'avait que fait de la lutte et du grappling pendant tout son camp, il n'y a aucune chance que son grappling soit proche de celui de Khabib Nurmagomedov, qui est probablement le meilleur grappler de l'histoire du sport, selon moi. Oui, on a vu des grandes black belts, des excellents lutteurs Division 1 All-American, mais quelqu'un qui met tout ça ensemble au sol aussi aisément que Khabib Nurmagomedov, je ne connais personne. C'est un lutteur absolument incroyable. Gars qui réussit pas toujours son premier takedown, même je te dirais qu'il réussit rarement son premier takedown, mais qui a juste besoin de s'accrocher à toi et puis qui chain wrestle tellement bien qu'il va t'avoir son deuxième, son troisième ou son quatrième essai même. Et un coup qui est par-dessus toi, c'est le ground and pound sans cesse, qui est quand même lourd. Pas le gros ground and pound pour finir un combat ultra posturé, les coups de coude et tout. Non, il aime bien rester bas, il aime bien rester lourd sous son adversaire. Puis il y a toujours du ground and pound qui est constant
est non cessant et il est capable de passer la garde littéralement en continuant de ground and pound un gars. Donc, le dommage qu'il te cause est important au final parce qu'il n'arrête pas. C'est un submission fighter correct aussi. C'est pas un gars qui est orienté vers la soumission du tout. Mais si il voit que ça, il sortira pas quelqu'un de là avec ses points, il est capable de sauter sur un American Kimura, des power moves comme ça assez solides. Pas mal sûr qu'il est capable de passer un rear naked choke aussi, bien qu'on l'a pas vraiment vu faire ça souvent. Ceci étant dit, tout comme dans le cas de Khabib, de Conor, c'est-à-dire si Khabib n'avait que fait de la boxe, du stand-up, des pads, du bag, des techniques, des privés, avec plein de monde, puis juste strictement travailler sur son combat debout en fonction de ce combat-là, jamais son niveau de stand-up arriverait proche de Khabib, de celui de Conor McGregor, désolé. Parce qu'autant Conor McGregor est un expert striker, avec une lutte qu'on le sait, est très ordinaire, et il a un jiu-jitsu brésilien potable, mais vraiment pas une bonne lutte, il est propice à se faire takedown, à se faire un peu contrôler au sol pendant que lui il est en dessous puis essaie de trouver un moyen de se relever. Et Khabib, lui, autant être un master du sol, a tendance à se faire frapper très fort en début de combat. Et souvent, si tu réussis à savoir un peu te battre de reculons pour être capable de mettre 2-3 coups de poing ensemble, il y a au moins 2 des 3 coups de poing qui vont frapper Khabib clean. On n'a cependant pas vraiment vu que Khabib a été incommodé par aucun coup de poing, même si Michael Johnson l'a frappé très fort, même s'il y a des gars qui l'ont frappé très fort, on l'a jamais vu être incommodé par des coups de poing auparavant. Ceci étant dit, il se promène quand même le menton haut des fois en début de combat. Et puis, la façon qu'il met toujours de la pression, faut le dire, c'est quand même un gars qui réfléchit, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui voient Khabib debout comme étant le wild man. Et puis oui, il devient un wild man, mais seulement quand il a un read sur son adversaire, qu'il a un timing de son adversaire. Il aime bien voir ce que son adversaire va essayer de lui envoyer avant de se lancer comme un fou à sa poursuite. En début de combat, il a souvent une garde très haute, puis il met une pression constante, va toujours de l'avant, mais ne lance pas particulièrement beaucoup. Attend un peu de voir ce que son adversaire va y amener. Je pense que ça peut être très intéressant ça contre Conor McGregor, parce qu'il n'y a aucun doute que Conor McGregor va aller de reculons et va tenter de planter ses pieds avec le counter left. C'est pas mal ça, je pense, la stratégie dans ce combat-là, c'est assez clair. On a un Khabib que je dis des fois un menton très haut en combat, et si la main gauche de Conor touche, même si Khabib a un excellent menton, il va probablement tomber. On n'a pas vraiment vu personne se relever de ce coup-là auparavant. Le seul gars qui en a mangé 2, c'est Eddie Alvarez, mais je pense que la première, il l'a tellement ébranlé que ses jambes n'ont même pas été capables de plier. Il a fallu qu'il reçoive la deuxième pour que ses jambes plient, mais bref. Conor McGregor est un killer debout, je l'ai dit, probablement le meilleur finisher de l'histoire de l'UFC. Donc, c'est soit qu'il passe le KO à Khabib dans les premiers instants du combat, ou Khabib réussit à le takedown et l'entraîne dans ce qui va être ben, je dirais pas un slow grind, parce que la pèse de Khabib est absolument monstrueuse. C'est un gars qui n'arrête jamais de travailler. Oui, ça fait un combat un peu plus lent à l'œil du casual fan parce que c'est au sol et ils comprennent pas trop comment ça avance, mais quelqu'un qui a moindrement de l'expérience dans le combat au sol sait à quel point Khabib travaille sans cesse au sol et a de loin le style de combat le plus fatigant ou presque que tu peux pas avoir, autant pour lui que pour son adversaire. Pour ce qui en est de maintenant, qui a le plus de chances de pouvoir disputer son combat, maintenant qu'on le sait que c'est 50-50, qu'il y a une avenue très claire pour McGregor et une avenue très claire pour Khabib, on doit se demander qui a le plus de chances d'amener ça dans son élément. Pour ce qui est de Conor McGregor, je l'ai dit, la tendance de Khabib, des fois, d'avoir le menton haut. Quand il réussit à établir son timing, quand il réussit à être assez confiant pour commencer à lancer des coups de poing, c'est pas encore très beau ce qu'il fait debout. C'est encore assez primitif. Tu vois, c'est quelqu'un qui a travaillé sur son stand-up au travers des années, mais que ça fait pas de temps. Ça peut faire peut-être 4 ou 5 ans qu'il a commencé à faire du stand-up de façon sérieuse. Gros max, selon moi. Puis, contre un striker qui fait ça depuis sa tendre enfance, comme quelqu'un comme Conor McGregor, ça risque de paraître, et c'est justement la tendance à Khabib de des fois avoir le menton haut puis se retrouver de par lui-même un peu overextended ou hors d'équilibre, qui me fait penser que ça joue directement dans le style de Conor McGregor. Et puis ça, c'est la grosse tendance de Khabib qui me faisait, il y a beaucoup de chances que Conor McGregor gagne ce combat-là. Ceci étant dit, si moindrement Khabib est patient et réussit à mettre la main sur McGregor avant que McGregor mette sa main gauche sur lui, il va probablement réussir à le takedown. Et puis s'il ne réussit pas à le takedown sur son premier attempt, il va le chain wrestle, il va l'amener au sol. De là, il va commencer sa domination au sol. Et puis,
les deux aspects de Conor McGregor que je vais regrouper en un gros aspect général qui font que si ce genre de combat-là est disputé, il va sans aucun doute perdre et perdre avant la limite. C'est le fait que Conor McGregor n'a pas le meilleur cardio et a tendance à abandonner dans des combats. Ça, c'est grands partisans n'aiment pas ça, dire ça, mais vous n'avez pas le choix d'au moins le considérer. Conor McGregor, quand il voit que tous les aspects du combat sont rendus contre lui, on va souvent chercher un moyen de sortir de ce combat-là. On ne doit cependant pas douter de sa toughness, par exemple. Le gars est excessivement tough. On l'a vu dans le deuxième combat contre Diaz. Il était capable de pas commettre l'erreur fatale qu'il a commis au premier combat de paniquer, d'essayer d'initier le combat au sol contre Diaz. Il est resté debout quand il s'est fait ébranler. Il a turtle up, il a absorbé les flurries. Il s'est fié sur son menton, qui lui aussi est absolument phénoménal, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment testé contre Khabib, du moins pas debout. Et puis, c'est ça, il a réussi à récupérer. Et puis le fait que le combat est resté debout, il est resté dans un élément où il savait que c'était jouable et que c'était gagnable pour lui. Il a réussi à persévérer et même sans aucun gaz, sans aucun cardio, en fait, le combat, il a réussi à avoir des bons moments et à réussir à se sauver avec une décision. Décision qui a été contestée, mais une décision qui, sur les livres officiels, est à lui. Qu'est-ce qui fait que Conor McGregor abandonne dans un combat? Puis c'est peut-être pas... C'est peut-être plus un signe d'intelligence que de lâcheté. Je vous dirais, tu sais, il y a des combats qui sont vraiment des combattants, c'est-à-dire qui sont vraiment trop tough pour leur propre bien. Des combattants que il va falloir que tu leur foutes 4 raclés au complet puis que tu les sépares de leur conscience si tu veux penser les finir, sinon ils sont impossibles à finir. Conor McGregor, quand il s'est fait sonner contre Nate Diaz, il a shooté pour un takedown. Ça a été une erreur absolument fatale. Il s'est retrouvé monté avec Nate Diaz, une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, par-dessus lui. Puis il y avait à ce moment-là plus de gaz parce qu'il venait justement de prendre beaucoup d'énergie dans le premier round puis dans le milieu dans la première moitié du deuxième. Puis quand la gauche de Diaz est rentrée, son énergie a fait ça. Donc, il s'est retrouvé monté contre une black belt en jiu avec plus aucune énergie. Il savait qu'il n'y avait probablement pas d'issue à ça, qu'il allait soit se faire finir ou se faire descendre des coups de coude d'en face pendant le restant du round. Il a décidé de se faire finir. Et ben, c'est plus une situation, je vous dirais, d'échec et mat qu'une situation de « Aïe, je sais pas quoi faire, je suis là où je vais abandonner ». Même chose dans le combat de Floyd Mayweather, que je n'ai pas encore vu là, entre vous et moi. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment utiliser ce combat-là dans mon analyse, mais j'ai écouté des post-fight et tout, de post-fight analysis de ce combat-là. Et puis ce qui est arrivé, c'est que quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun jus et qu'il était pris dans l'élément de Floyd Mayweather, qui était pris dans un combat, il pouvait juste se servir de ses mains contre Floyd Mayweather, le meilleur de tous les temps, à cette game-là. Ben, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'issue, puis c'est soit qu'il continuait à se faire violenter pour la restant du combat, ou qu'il se faisait juste TKO à ce moment-là, et puis qu'il se sauvait 2 rounds et demi de brain damage. Puis c'est une sage décision dans les deux cas où on l'a vu perdre depuis qu'il est devenu très populaire. C'est 2 fois des sages décisions, mais ça fait que quand même, il abandonne, et puis Khabib a exactement le style pour le faire abandonner parce que, d'après moi, si Khabib réussit à mettre la main sur lui au premier round puis à le take down dès le début du deuxième round, Conor McGregor va avoir une baisse de régime parce que le style de Khabib est fait pour que si tu bouges pas, si tu te défends pas constamment, ben soit tu manges du ground and pound constant en plein visage, puis là, quand tu défends le ground and pound, c'est là que ta garde se fait passer, donc tu te retrouves à être dans une position encore plus inférieure, donc t'as pas le choix d'être conscient des deux choses qui t'arrivent, de tout le temps tenter de défendre ces deux choses-là, et puis juste de rester dans la position où t'es contre Khabib sans le permettre d'avancer. First, ça fait mal, de deux, faut que tu travailles très fort, donc je pense que si Khabib a son way, ça va être très difficile dès le début du deuxième round pour Conor McGregor. Puis c'est pour ça que je pense que Khabib va peut-être juste avoir besoin d'un takedown pour gagner ce combat-là. Même si je pense pas qu'il va finir Conor au premier round. Je pense que il peut lui faire assez de dommages dès le premier round pour que Conor soit assez ralenti au deuxième round pour que Khabib ait l'opportunité de le takedown un peu plus facilement pour ce qui va être le restant du combat. Cependant, la question, puis c'est la chose qu'on ne pourra pas savoir, puis qui va toujours me faire hésiter dans ma prédiction, c'est est-ce que Khabib Nurmagomedov va réussir à mettre la main sur Conor McGregor avant que Conor McGregor mette sa main gauche plein fouet sur son menton.
Et je vais y aller, écoutez, je vais y aller avec mon feeling. Tu sais, des fois, t'as juste un feeling la semaine du combat. Et puis, écoutez, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus Conor McGregor sur Terre que de revenir après 2 ans puis de passer un KO en genre 30 secondes à un combattant qui est 26-0, qui a jamais perdu une minute ni même un instant d'un combat en MMA dans sa vie? Il n'y a rien de plus Conor McGregor que ça. Et puis ça me fait mal un peu de pencher pour lui parce que Khabib Nurmagomedov est mon combattant préféré en MMA, tout simplement. C'est un choix personnel. Mais j'aime beaucoup Conor aussi. Conor est un de mes combattants que j'aime bien. Khabib, c'est mon préféré, c'est mon petit bébé, c'est la personne que j'aime le plus. Me voir se battre. Puis c'est sûr que ça me fait mal d'y aller contre lui parce que je le sais qu'il y a tellement de voies claires à la victoire. Puis que s'il réussit moindrement à take down Conor McGregor, chose qui n'est pas difficile à faire, il va probablement gagner ce combat-là. Mais je le sais pas. Le fait que ça commence debout, Conor va être dans son élément, Khabib va avoir à aller à Conor, puis il va avoir à prendre une chance un moment ou l'autre pour essayer de take down Conor. Et Conor, c'est littéralement la chose qui fait le mieux, la chose pourquoi il est passé expert, c'est de capitaliser quand son adversaire dit ok, j'ai pas le choix, faut que je prenne une chance. C'est là que Conor est là depuis justement le nombre de temps qu'il est là à attendre juste que son adversaire prenne une chance, puis à la seconde il prenne une chance, son instant de réaction, sa rapidité, sa précision est incomparable. Puis écoutez, ma prédiction va être Conor McGregor par KO au premier round. Ça me fait mal, mais c'est le feeling que j'ai depuis le début de la semaine. Puis dans un combat où j'ai constamment changé d'idée, où j'ai constamment dit oh non, lui va gagner, oh non, finalement Khabib, oh non, finalement Conor, oh non, finalement Khabib, oh non, finalement Conor. Puis un combat qui est vraiment 50-50, comme ça fait littéralement 17 minutes que je vous parle. J'ai pas le choix d'y aller avec mon feeling, puis mon feeling c'est Conor par KO au premier round. Donc ça va être ça ma prédiction dans ce combat principal là. Co-main event maintenant, toujours chez les 155 livres, combat que l'UFC a probablement mis là en cas qu'il arrive de quoi. Et c'est drôle, Carl Deschaines, mon bon ami, me l'a fait remarquer avant ce combat-là. Puis c'est vrai, si on avait finalement booké Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov pour la première fois, pour la 5e fois, c'est-à-dire pour la première fois, pour la 5e fois, ben, il y aurait eu lieu ce combat-là parce que Tony Ferguson et Khabib ont été deux des premiers sur la balance à faire le poids. Donc Tony Ferguson, Anthony Pettis, c'est le co-main event de la soirée. Et puis autant c'est un beau combat, un combat qui va nécessairement être compétitif parce que Tony Ferguson, autant c'est une machine à tuer, c'est un gars qui prend beaucoup trop de chances pour que ça soit safe. Et puis il se bat contre un des meilleurs finishers dans la game, probablement un gars qui est un meilleur finisher que lui, même si Tony est un finisher redoutable lui-même. Anthony Pettis. En fait, c'est deux gars semblables dans le sens qu'ils sont très bons pour sortir des finishes out of nowhere, même quand ça va pas 100% comme ils veulent dans un combat. Et puis, de la manière que Pettis était de moins en moins bon récemment, ça me faisait peur. Mais dans ses dernières performances, on l'a revu être vraiment au sommet de sa forme. C'est sûr que la performance contre Dustin Poirier est encore fraîche dans la mémoire, puis ça fait mal. Surtout quand tu penses au match-up de Tony Ferguson qui va potentiellement chercher le combat au sol dans ce combat-là. Ça va être assez... Ça pourrait être assez dévastateur comme match-up pour Anthony Pettis. Et puis, mon pick est définitivement Tony Ferguson dans ce combat-là. Je pense que je l'ai par soumission même. Mais j'ai l'espoir que ça va être un excellent combat. J'ai l'espoir qu'Anthony Pettis va au moins show up, être le Anthony Pettis qui a été un champion du monde, qui a été un top contender dans cette division-là. Puis je pense que même si ce Pettis-là show up, Tony Ferguson va probablement avoir le edge un peu partout. C'est un moins bon striker, mais un striker qui a absolument peur de rien, qui va tout en volume. Tony Pettis est un très bon striker, très flashy, mais est plus one shot at a time, qui aime justement reculer, essayer de set-upper ses affaires, puis sortir avec un gros counter qui explose tout, puis c'est un des moves les plus spectaculaires de l'histoire et tout. Mais ça va être difficile contre le volume de Tony Ferguson, même si Tony Ferguson est extrêmement touchable, puis se fait littéralement dropper dans tous les premiers rounds de tous ses combats, puis se fait foutre la rince littéralement dans tous les premiers rounds de tous ses combats. Ça va être difficile parce que Tony Ferguson a un chin absolument incroyable, n'arrête jamais de travailler, est pratiquement impossible à finir, même si il est facile à dropper. Et puis, je pense que si ce combat-là va au sol, c'est là que ça va être le plus magnifique. Autant ces deux gars-là sont réputés comme étant de très bons strikers. Tony Ferguson, c'est un gars de 10th Planet Jiu-Jitsu qui est
probablement meilleur sur son dos que sur le top, même si son top est incroyable. C'est la même chose pour Anthony Pettis, qui a un excellent bottom game, qui a soumis des gars comme Michael Chiesa en tour, et puis qui est vraiment redoutable avec sa garde. Ses triangles et ses armbars sont absolument exceptionnels, puis peuvent aller surprendre des grapplers de très haut niveau. C'est un peu moins bon sur le top, fait qu'un duel de grapplers de deux gars qui sont meilleurs en dessous que sur le top, moi personnellement c'est ça que je veux voir, les voir engagés dans un combat de grappling pendant 15 minutes. Si c'est ça qui arrive, je vais probablement préférer ce combat-là à Conor contre Khabib, parce que je m'attends pas à un combat compétitif d'une manière ou d'une autre dans Conor contre Khabib. Donc j'ai Ferguson ici, ça n'a pas le choix d'être mon pick, c'est probablement le meilleur combattant des deux, le gars qui est le plus durable des deux, et je vais l'avoir par soumission au 3e round, mais Pettis est tellement un finisher hors pair qui est capable de sortir un finish de n'importe où. Et Ferguson, malgré son immense talent, son cardio infini, le fait qu'il est tellement complet et que sa game d'MMA est parfaitement intégrée une dans l'autre pour créer un tout qui est absolument sensationnel, reste un gars qui est souvent trop reckless pour son propre bien. Et ça va toujours être dangereux que d'affronter un finisher comme Pettis, même si ma prédiction est Tony Ferguson par soumission au 3e round. Avant ça, nous avons chez les 205 livres OSP Vince St. Preux contre Dominique Reyes, qui est de loin un des plus beaux prospects qu'on a vu chez les 205 livres. Puis je le sais que la division des 205 livres est la division là où les meilleurs prospects du monde sont géniaux jusqu'au moment où ils pognent un top 10 guy que tout le monde considère comme étant bien ordinaire, puis ils se font violenter sévèrement. Puis OSP, autant il est exactement le genre de gars qui est assez puissant, assez weird dans sa game pour surprendre un destroyer comme Dominique Reyes, autant Dominique Reyes a littéralement fini tout le monde sauf un gars au premier round par KO. Et puis OSP, autant il est solide, il est un athlète, un phénomène physique, un gars qui a réussi à être un top 10 fighter sans être jamais vraiment un bon fighter technique. Tout ce qu'il fait, c'est avec son instinct, avec son raw power, puis son athlétisme pur, explose dans plein d'affaires, puis ça fait qu'il réussit à battre des gens. Ça fait par exemple qu'il n'est pas le meilleur combattant technique. Et puis que quand il perd, il se fait souvent brutalement passer le KO. Et puis c'est ça que j'ai pas le choix d'ignorer, que j'ai pas le choix de pas ignorer dans ce combat-là. Reyes est excessivement dangereux au premier round, est un gars qui est gros, qui a probablement le même frame, le même athlétisme qu'un gars comme OSP, qui va probablement être capable de manger les gros coups d'OSP, même s'il arrive dans des onward puis il voit pas vraiment venir, il va être capable probablement de les encaisser, puis au moment où il va toucher OSP avec son gros power, va probablement lui fermer les lumières assez solidement. Donc j'ai Dominique Reyes par KO au premier round. Dans un autre combat que je suis conscient que quand on va être rendu au 3e round puis qu'OSP va avoir dominé ça, puis va peut-être y passer genre un Chicken Wing Kimura ou un Von Preux choke, ben, je vais me dire que je l'avais probablement vu venir, mais tu sais, je vais embarquer dans le bandwagon pour ce combat-là. J'aime beaucoup Reyes, j'aime son power, je pense qu'il peut faire de grandes choses dans la division. Je pense que même s'il perd ce combat-là, il va faire de grandes choses dans la division, mais j'ai trop vu OSP se faire exploser par des dudes auparavant pour me dire que Dominique Reyes c'est pas exactement le genre de gars qui va l'exploser. Avant ça, 265 livres, un combat très intriguant. Derrick Lewis de Black Beast est en action contre Alexander Volkov. Et puis c'est intriguant parce que Derrick Lewis, entre vous et moi, est un gars, je pense qu'il aime pas vraiment ça, se battre. Il l'a dit à maintes reprises, il l'a dit dans des entrevues. Écoute, si je peux m'entraîner 3 jours semaine, 1 heure par jour, donc 3 heures par semaine, littéralement, puis être dans le top de la division, puis battre certains des meilleurs, je vois pas pourquoi je m'entraînerais plus. C'est un gars qui est juste très puissant dans ses mains, qui est quand même durable, même si ça c'est questionnable pour vrai. C'est un gars qui est capable d'en prendre, mais qui a tendance à se tanner et à juste dire hey, fuck it, je gagnerai pas ce combat-là, puis à donner le combat littéralement. Mais c'est un gars que si tu le forces à se battre, c'est là qu'il devient dangereux. Et puis Alexander Volkov va absolument le forcer à se battre. Et puis détrompez-vous pas, j'ai absolument pas le choix d'y aller avec Volkov dans ce combat-là. Écoute, le gars c'est un géant, il a un reach énorme, c'est un très bon boxeur. Tu sais, si moindrement il décide d'arriver dans ce combat-là, puis d'être stratégique et intelligent, il va garder le Derrick Lewis, qui est littéralement le T-Rex de la division heavyweight. Écoute, le gars est pas grand à la base, ben tu sais, pas grand, là, c'est probablement un 6'2", 6'3" quand même, mais Volkov est un 6'7" en montant, tu sais, je pense que c'est un des gars les plus grands dans l'UFC. Son combat contre Struve, c'est donc vendu comme étant un gars très grand contre un gars très grand. Donc,
Un 6 et 7 en montant contre un 6 et 2, 6 et 3 qui est fait plus large que long, qui n'a pas nécessairement des longs bras. C'est pour ça que je l'appelle un peu le T-Rex de la division. Il y a des petits bras, génère du power absolument incroyable dans ces petits bras-là. Mais Volkov, s'il est moindrement intelligent, va le garder au bout de son jab, va le frustrer avec ses combinaisons en boxe tout en restant à distance pour que Lewis ne puisse pas l'approcher. Puis à un moment donné, Lewis va probablement cette année lui donner un TKO à quelque part dans le combat. Cependant, le fait que Volkov fasse ça avec Derrick Lewis, ça va absolument forcer Derrick Lewis à se battre. Et puis quand Derrick Lewis est forcé à se battre, c'est là qu'il nous sort ses plus belles choses. Donc je vais m'en tenir là à mon analyse, mais je pense que Derrick Lewis, comme dans le cas de OSP, comme dans le cas d'Anthony Pettis, peut nous arriver avec des grandes surprises dans ce combat-là. Donc, je ne writerai pas off, mais j'ai pas le choix d'y aller avec Alexander Volkov par TKO au 3e round. Pour commencer le pay-per-view, ça va commencer avec un combat de femmes chez les 115 livres. Très beau petit combat entre Michelle Waterson et Felice Herrig. Et ça, c'est un combat qui me fait un peu mal au cœur, pour être bien franc avec vous, parce que moi, Michelle Waterson de Karate Hottie, c'est ma girl. Je l'adore. C'est une de mes combattantes préférées depuis bien longtemps. Je la trouve immensément sympathique. Et puis, j'aime son style, son karaté debout. Je trouve que c'est beau. J'aime beaucoup plus son grappling. Ça pendant très bonne grappler, très bonne submission grappler, très bonne pour attraper des soumissions d'un peu partout. Toujours excitante, active au sol, très bonne scrambler. La chose, c'est que c'est une 105 livres naturelle, puis ça va toujours être ça. Son seul problème chez les 115 livres, un peu comme Tecia Torres, bien que j'aime beaucoup plus Michelle Waterson que Tecia Torres, mais c'est les filles comme ça, leur problème majeur, c'est que c'est des 105 livres naturels, qu'elles sont vraiment tout petites pour la division. Waterson est probablement plus petite que Tecia Torres, qui n'est pas grande, mais qui est quand même large. Waterson n'est pas grande et pas large. C'est vraiment une vraie 105 livres. Et une des meilleures au monde, une fille qui peut rivaliser demain matin avec les Angela Lee, les Seo Iham, les Ayaka Hamasaki. Mais pour être dans l'UFC, pour être une top même dans l'UFC, on s'entend, ça reste une top 10 girl là, qui est absolument hors de sa division, mais ça reste une top 10 fighter. Puis je vous disais tout ça pour dire que Felice Herrig ne sera probablement pas meilleur debout ni meilleur au sol que Michelle Waterson, mais la différence entre les deux, d'après moi, ne sera pas assez grande pour que la différence de grosseur, de poids et de physicalité entre les deux ne soit pas assez grande pour donner l'avantage à Felice Herrig dans ce combat-là. Donc ce que je dis, c'est que même si Waterson a probablement plus de skills que Felice Herrig est probablement plus grosse que Waterson de façon plus importante que la différence de skills qu'elle a avec Waterson. Fait que je m'attends à une décision, je m'attends à un combat qui va être chaudement disputé, je m'attends à ce que Michelle aille de bons moments, mais que le grappling, la takedown game, je te dirais principalement de Felice Herrig, avec le fait qu'elle va réussir à utiliser son poids, le fait qu'elle est lourde et une très bonne grappling game en général, détrompez-vous pas. Felice Herrig est excellente, peut-être pas le niveau technique d'une Michelle Waterson nulle part, mais elle est excellente, puis si elle prend le top, puis elle est lourde, puis elle met de la grosse pression sur Michelle, ça va être très dur pour Michelle de sortir de là. Donc je pense que le grinding style et la pression et le takedown game de Felice Herrig va lui faire gagner une décision ici dans ce combat-là. Sur les prelims, main event des prelims, si ça existe encore cette chose-là. C'est un excellent combat. Chez les 125 livres, Sergio Pettis affronte Jussier Formiga. Et puis je me dois d'avoir un peu de peine pour le Jussier Formiga qui, à chaque fois qu'il reçoit le combat pour lui donner un title shot, c'est absolument un match-up qu'il ne gagnera pas. Puis c'est ça avec Sergio Pettis ici. Formiga est un champion du monde de Brazilian Jiu-Jitsu qui s'est développé une lutte correcte, potable, pas la meilleure des luttes, très potable. Et un bon striking, probablement un meilleur striking, un meilleur Muay Thai qu'il a une lutte. Sauf qu'il va affronter un gars qui va absolument être supérieur à lui debout. Un gars qui a réussi à bien se séparer de son frère Anthony. Sergio Pettis ne sera jamais Anthony dans le sens qu'il n'est pas un combattant flashy, qui ne va pas y aller avec abusivement des spinning kicks, des flying knees, des choses vraiment flashy comme ça. Reste le combattant le plus technique, travaille un peu plus en combinaison que son frère. Puis bien sincèrement, je pense que ça fait de lui un meilleur combattant que son frère. Il y a toujours une petite lacune au niveau du takedown defense qui va rendre ce combat-là intéressant parce qu'on a un gars qui va être vraiment meilleur debout que Formiga, qui devrait avoir l'avantage, devrait pouvoir utiliser aussi beaucoup son mouvement pour garder Formiga at range et l'empêcher de l'amener au sol. Mais
si Formiga réussit à l'amener au sol, même si Pettis est un bon grappler, ça va être une dure soirée contre un grappler absolument exceptionnel et un champion du monde de Jiu-Jitsu. Puis c'est ça qui rend ce combat-là enlevant et intéressant jusqu'à la fin, parce que je m'attends à ce que Sergio gagne les petits moments debout puis soit toujours en avance sur les scorecards. Mais le fait qu'il y ait une takedown moyenne defense et qu'il se bat contre un lutteur très moyen aussi, ça va rendre ça excitant. Parce que est-ce que c'est la takedown moyenne defense, la takedown defense moyenne qui va battre la lutte moyenne, ou la lutte moyenne va avoir raison de la takedown defense moyenne? C'est ça qui rend le combat excitant. J'ai Sergio Pettis par décision. Avant ça, Vicente Luque, chez les 170 livres, est en action. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là, parce qu'il est vraiment bon, selon moi, et tout près du top 15 dans cette division-là, puis ça mériterait sans aucun doute d'avoir un match-up dans le top 15. Puis je le sais que c'est un gars qui veut rester actif, ne devait pas se battre sur cette carte-là. Il y a un combat que je me rappelle plus c'est lequel, qui a fall through sur ce combat-là, puis ils ont booké Luque contre Turner, dernière minute, et puis Luque est un gars qui aime prendre des dernières minutes contre à peu près n'importe qui, veut rester actif, puis oui, ça va être un combat de plus, mais n'a pas vraiment d'affaires dans la cage avec Jalen Turner, dans le sens que c'est Jalen Turner qui a pas d'affaires dans la cage avec lui. Turner est un first round finisher qui a réussi à gagner son combat Contender Series par Dr. Stoppage à la fin du premier round. N'a pas reçu le contrat, mais là, vu qu'il y avait un short notice match à booker puis il était prêt, l'UFC l'ont fait embarquer dans l'aventure. Il y a une fiche de 7-3. C'est un Can Crusher qui a déjà perdu. Je pense qu'il a même déjà perdu dans le Gladiator Fight Club, le Gladiator Challenge, le Regional League qui est connu comme étant la Can Crushing Regional, là, où il y a des bons prospects qui sont clairement athlétiques, qui ont clairement quelque chose, mais qui se battent toujours contre des 0-3, 0-4 qui se battent la fin de semaine pour arrondir les fins de mois, je sais pas trop, bref. Ligue pas très valide. Tout ça pour dire, Vicente Luque, c'est un genre de Tony Ferguson, peut-être un peu moins bon que Tony Ferguson, mais un gars qui va de l'avant, qui va en volume, qui a un co-power supérieur à celui de Tony Ferguson. Avec ses mains, il est capable de vraiment fermer les lumières sévèrement à des gars. Reckless, qui fait qu'il est touchable en retour, mais qui est assez durable. Et il y a une bonne submission game, grappling game. Ses longs bras fait qu'il y a une très bonne Dars game, très bonne Anaconda game. Et puis il va probablement exploser Jalen Turner au premier round. Soit qu'il passe un KO ou qu'il passe un KO puis qu'il le soumet après. Donc je vais y aller avec la soumission. J'aime toujours ça, voir des soumissions. Fait que Luque, soumission, premier round. Avant ça, Aspen Ladd et Tonya Avenger chez les 135 livres. Puis ça, je le sais exactement c'est quoi. C'est un prospect versus veteran match qu'on espère que Aspen Ladd va gagner et va s'établir dans le top 10 de la division puis ainsi avoir des challenges plus importants. Le genre de combat que Ketlen Vieira a eu contre Sarah McMahon, mettons. Mais écoute, je pense juste pas que ça va le faire parce que Aspen Ladd est une combattante debout correcte. Son debout est encore en train de se développer. On ne se le cachera pas, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment à son pic. C'est sa lutte qui est vraiment excellente. Bonne lutteuse. Bon top control avec son ground and pound, est capable d'aller gagner des combats là, d'être assez agressive là pour faire commettre des erreurs à ses adversaires, leur forcer à donner leur dos, des choses comme ça, et puis de là capable de finir des soumissions, des renegade choke, choses comme ça. 6-0 seulement par exemple, et puis elle affronte Tonya Avenger, une fille qui va être meilleure qu'elle debout, mais qui va être absolument une meilleure lutteuse qu'elle. Tonya Avenger est selon moi une des vraiment meilleures lutteuses dans cette division là, donc même s'il se retrouvait à lutte égale, ce qui va être le pire des cas selon moi pour Avenger, l'expérience pour Avenger va être absolument supérieure. Et puis on a vu tellement de fois dans Invicta, tabarnak, j'ai bien de la misère avec bien des mots aujourd'hui, je pense que je suis trop excité pour cette carte là, mais bref, dans Invicta, Avenger était championne pendant très longtemps, et puis on l'a vu affronter des prospects comme Pani Kianzad, puis elle les a virés de bord assez solide. Je pense que c'est probablement ça qu'elle va faire avec Aspen Ladd. 3 rounds, Ladd est tough, je vois peut-être plus une décision qu'un finish dans le cas de Tonya Avenger. On le sait jamais cependant. Si elle réussit à prendre le dos à notre ami Aspen Ladd, va probablement la choquer. Bref. En plus, le seul combat qu'elle a dans l'UFC, notre ami Tonya, c'est contre Chris Cyborg. Puis je pense que c'est la fille qui a donné la meilleure performance qu'on a vue, ou presque, contre Chris Cyborg. Elle a démontré sa toughness absolument incroyable. Elle est restée debout pendant presque 3 rounds contre Cyborg. Donc j'ai Tonya Avenger par décision.
Premier combat des prelims, dernier combat des prelims duquel je vais parler. Scott Holtzman, Alan Patrick. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Scott Holtzman est un gars qui est bien fun, bien que pas impressionnant. Le gars, il donne toujours des bons combats. Il est game de changer de bout. Il a une game qui est assez complète, qui garde un bon pace dans tous les événements, est actif et tout. Mais n'est pas très impressionnant à perdre contre des gars contre qui il n'aurait pas absolument pas dû perdre. Et Alan Patrick est un grinder brésilien. Il a du bon Muay Thai, va de l'avant, travaille sa petite game Muay Thai, essaie de clincher dans la cage, t'amener au sol, te contrôler à top et puis gagner une décision de cette façon-là. Je ne vois pas pourquoi il serait pas capable de faire ça contre Scott Holtzman. Donc j'ai Alan Patrick par décision. Fight Pass Prelim maintenant. Il nous reste 3 combats duquel parler. Le premier d'entre eux chez les dames, 135 livres, Lina Landsberg, Yana Kunitskaya. Et puis Lina Landsberg par décision aussi, pas compliqué. Lina Landsberg, on le sait qu'est-ce qu'elle fait. Elle clinch, c'est la seule chose qu'elle fait, littéralement. De là, elle a un bon tie clinch, c'est une fille qui est spécialisée en Muay Thai, supposée être une très bonne kickboxer. Je n'utilise pas son combat de bout du tout, là. Va rentrer souvent, même pas trop s'occuper de la distance, va juste rentrer dans la pocket, essayer de lancer un 1-2 puis s'accrocher à son adversaire. De là, dans le clinch, elle l'amène contre la cage. Elle a des coups de genoux. Elle a des coups de coude, elle a un peu de dirty boxing. N'essaie pas vraiment d'amener le combat au sol non plus. Ça va être un peu dangereux contre Kunitskaya qui est une fille assez reckless, souvent contre son propre bien. Mais j'ai aucun doute que si Kunitskaya passe 2 minutes, 2 rounds, c'est-à-dire le dos contre la cage, puis qu'au 3e round, elle a encore le dos contre la cage, va essayer de pull guard dans des armbars, faire n'importe quelle niaiserie du monde pour essayer de sortir une soumission out of nowhere contre Landsberg, qui est sans aucun doute le fille qui pourrait se faire soumettre out of nowhere et pas vraiment. Elle veut pas vraiment faire d'autre chose que clincher, puis des fois, ça se retrouve hors de son élément. Quand elle se retrouve en dehors du clinch, que ça soit, ça se retrouve sur le top, des fois, elle semble pas être vraiment à l'aise d'utiliser son ground and pound, des choses comme ça. Donc, je pense que Kunitskaya est trop wild pour vraiment réussir ce qu'elle va vouloir faire. Et puis, elle va peut-être être trop désespérée pour que je puisse vraiment la pique dans ce combat-là à sortir une soumission out of nowhere. Je serais pas surpris, mais je vais y aller avec Landsberg par décision. Deuxième combat de la soirée, ça va être chez les 155 livres, Gray Maynard contre Nick Lentz. Je sais pas trop quoi dire là-dessus pour être bien honnête avec vous. À part que Nick Lentz est... Écoute, je pense que j'ai Maynard dans ce combat-là, pour être franc avec vous, parce que Gray Maynard, autant il est plus lent qu'avant, son striking marche plus vraiment. Il y a une chose qu'il fait encore très bien, c'est lutter. Et puis, oui, il y a eu des temps négatifs où ça n'a pas bien été. On se demandait qu'est-ce qui arrive avec Gray Maynard, ça passé par tout le monde, mais depuis un combat ou deux, c'est rendu compte que la seule affaire qu'il allait bien, c'était sa lutte, puis que c'est la seule affaire qu'il allait faire dans des combats. Et puis, il y a encore le jeu pour faire 15 minutes, puis il est un excellent lutteur. Je pense que juste ça, c'est assez pour battre Nick Lentz, qui est pas un combattant intelligent du tout, qui est lui-même un bon lutteur, un bon grappler, mais qui essaie beaucoup trop de guillotines pour rien, qui donne justement le top control en essayant des guillotines sans cesse. Puis il a réussi une guillotine contre Will Brooks, je pense que c'était sa première dans l'UFC. Quelque chose comme une vingtaine de guillotines tentées dans tous ses combats. Il en a réussi rien qu'une. Si Gray Maynard est moindrement intelligent, va pas se foutre la tête dans la guillotine, va la défendre quand Nick Lentz va l'essayer d'absolument n'importe où, va utiliser ça pour prendre le top control puis dominer ça on top. En plus, Nick Lentz va inévitablement gaz out et perdre le 3e round. Donc, on a déjà un round qui est donné à Gray Maynard étant le 3e. Il a juste à gagner un des 2 autres pour gagner ce combat-là. Je pense qu'il peut le faire. J'ai Maynard par décision. Le premier combat de la soirée, chez les 170 livres, est un gars qui peut être à la fois très intéressant et très triste. Malheureusement, je pense que j'y vais pour l'option triste. C'est Ryan Lafleur contre Tony Martin. Ça va être intéressant si ça va comme Tony Martin veut le faire. Tony Martin, très intéressant debout, un gars qui échange bien et aussi un très bon grappler quand il réussit à prendre le top. Est un gars qui donne nécessairement, habituellement, c'est-à-dire de très bons combats, donne des bons shows. Est un combattant qui est intéressant à voir dans la cage. Et puis, j'ai aucun doute que s'il est capable, va nous donner un beau combat. Cependant, il affronte Ryan Lafleur, gars qui est excessivement prudent, excessivement passif, un combattant très conservateur qui veut juste s'assurer d'en faire assez pour gagner le combat. Un grinder qui va vouloir amener ça beaucoup dans la cage. C'est un gars qui est all the way in ou all the way out. Un gars qui est très très grand pour welterweight, qui a souvent un reach advantage sur tout le monde. Donc va rester très loin, utiliser sa kicking game pour des leg kicks, peut-être des body kicks, son long jab. Puis quand il décide de
rentrer. Ben, c'est pour rentrer au complet, clincher. De là, il va travailler des takedowns, établir son top control, puis essayer de grinder ça le plus possible. Sachant qu'il va sûrement être le gars avec la meilleure condition physique. On a vu Martin Gasol avant. Oui, c'était à 155, ça y est pas arrivé depuis qu'il est à 170, mais c'est quelque chose qui est arrivé auparavant et que Lafleur va sûrement essayer de travailler sur cet aspect-là, de le faire travailler très fort dans des échanges de wrestling tout au cours du combat pour faire diminuer son gas tank et rendre ça de plus en plus facile pour Ryan Lafleur, qui n'est pas un combattant qui rend ça bien intéressant, mais qui est un combattant qui est très efficace dans ce qu'il fait et qui peut littéralement grappler et lutter sans arrêt pendant 15 minutes et même plus. Donc j'ai Ryan Lafleur par décision dans ce combat-là. Écoutez, ça résume déjà la carte, mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 229. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions. Je le sais que vous avez une prédiction pour Conor contre Khabib. Je la veux dans les commentaires, cette prédiction-là. Faites-moi vos prédictions pour les autres combats aussi, si ça vous tente. Si vous êtes sur le YouTube, abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. Et si vous êtes sur Facebook, vous devez partager cette publication-là avec tous vos amis et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis, on se voit une prochaine fois.